Donc, président du Conseil régional d'Aquitaine, député, président de l'ARF, l'Association des régions de France, votre contribution au débat nous intéresse car nous parlons beaucoup ici de la réforme de l'État, de la réforme des services de l'État dans les territoires. Deux réformes sont menées de front ces quelque temps, celle des collectivités locales qui monte en puissance et celle de l'administration territoriale de l'État, la REAT, c'est-à-dire les préfectures, les directions régionales, les directions départementales de l'État. Comment ces deux réformes, l'une qui privilégie plutôt l'échelon départemental, la réforme des collectivités, et l'autre qui privilégie plutôt l'échelon régional, la REAT, peuvent-elles s'articuler pour être plus efficaces, pour rendre de meilleurs services aux usagers et aussi pour faire mieux fonctionner les services publics, la chose publique? Comment les régions aussi vivent ces réformes? Ça nous intéresse aussi, votre expérience évidemment votre expérience de président de région en Aquitaine. Comment donc vous vivez-vous ces réformes et quel regard vous portez sur la REAT? Comment vous travaillez concrètement avec les services de l'État, les préfets, les sous-préfets? Je vous passe la parole, Alain Rousset. Merci beaucoup. D'abord, merci de m'avoir de nouveau invité, ce qui me rassure sur ma prestation antérieure. Et puis, merci à toutes et à tous d'être venus par ces après-midi plus qu'agréables, vous enfermer dans une salle certes climatisée, mais quand même fermée. J'aurais tendance d'abord à répondre à votre question en dehors du fait du mot « mal » que je maintiens. C'est qu'il n'y a pas de réforme des collectivités locales, premièrement, et que deuxièmement, sauf leurs finances, et que deuxièmement, la réorganisation de l'État se fait sans absolument tenir compte des compétences des collectivités locales. Tout se passe comme si un industriel, un patron d'entreprise qui aurait plusieurs établissements dirait à ses salariés de chacun de ces établissements: eh bien maintenant je remplace un salarié sur deux qui part à la retraite, sans s'occuper de la stratégie industrielle de l'entreprise, qui pourrait consister par exemple à fermer un établissement parce que ce qu'il produit n'a plus de marché, tandis que les deux ou trois autres devrait au contraire innover et qu'on devrait peut-être créer un troisième ou un quatrième établissement sur des actions nouvelles. Ce qui est frappant dans la réorganisation de l'État, c'est que les services extérieurs de l'État qui sont en concurrence avec les collectivités locales, sur des mêmes niveaux de compétences, existent encore, sont aussi touchés par la réorganisation de l'État, tout autant que les fonctions régaliennes de l'État. Je pense à la justice, à la gendarmerie, à la police, et même à l'enseignement, voire à la recherche. Je ne parle pas des affaires étrangères et de l'armée, où là, les coupes sombres sont importantes. Donc on est dans un système qui n'est pas un système, ou qui n'est pas une méthode, je dirais, économique et sociale, qui n'est pas une méthode rationnelle. Quelle entreprise pourrait maintenir 2 postes de travail pour avoir la même quantité d'objets à fabriquer? C'est absurde. Pourtant, c'est ce qui se passe avec l'État. L'État maintient, même regroupé, des administrations de développement économique, de formation, d'apprentissage, d'action sociale, alors même que ces compétences sont la plupart du temps exercées en totalité par les régions ou les départements, et que ça entraîne un temps de la décision publique extraordinairement long, et un coût de la décision publique extraordinairement long. Le paradoxe, je vais peut-être vous surprendre avec ma sensibilité politique, mais la France est suradministrée. Nous avons trop de fonctionnaires en France. L'État, entre le moment où on a lancé la décentralisation entre 85 et 95 ou 2000,
à recruter plus de 200 000 fonctionnaires alors qu'une grande partie de ces compétences passaient aux collectivités locales. N'importe quelle entreprise aurait coulé ou mis la clé sous la porte 1000 fois. Tout ça n'est pas rationnel. Et tout ça parce que l'État a envie de garder une prégnance, voire même une prééminence sur des politiques territoriales. Et c'est là où la chose devient complètement absurde, parce qu'elle déresponsabilise la démocratie locale. Elle déresponsabilise les intercommunalités, notamment les plus petites. Elle peut déresponsabiliser des élus dans les régions ou les départements. Il n'y a pas un seul pays démocratique qui soit organisé comme la France. Pas un seul. D'abord, tous les pays démocratiques sont largement décentralisés. Parfois peut-être un peu trop. On dit qu'en Allemagne, on aurait besoin d'un ministre de l'Éducation pour ne pas qu'il y en ait 26 ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas le nombre exact des Länder, je dois me tromper. Mais en tout cas, le système est absurde. Sauf qu'il y a des grands corps qui, comme le corps préfectoral notamment, qui apprécient cela. Parce que si demain on s'appuie sur la démocratie locale, il n'y a plus besoin de préfecture, voire de sous-préfecture. Enfin, surtout de sous-préfecture. On a sûrement besoin d'un représentant de l'État pour les compétences de l'État, peut-être plus au niveau départemental d'ailleurs qu'au niveau régional. Mais tout le reste, la gestion des crédits européens partout en Europe, c'est fait par les régions. Le développement économique, c'est fait par les régions. En Espagne, l'éducation, l'action sociale, l'hospitalisation. Mais, je veux dire, moi, je ne souhaite pas aller si loin. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je vous donne un exemple. Je suis allé inaugurer, samedi dernier, un musée magnifique à Biarritz, qui est le musée de la mer. Et le sénateur-maire Didier Borotra s'amusait, après ses longs discours sur le millefeuille des collectivités locales, devant le nouveau préfet de région, de dire « mais heureusement que j'ai eu la région, que j'ai eu l'intercommunalité, que j'ai eu un peu d'État, que j'ai eu un peu d'Europe, que j'ai eu un peu de département et que j'ai eu beaucoup de régions. » 6. Ce qui signifie que dans chacune de ces administrations, il y a eu au moins 1 ou 2 fonctionnaires qui ont passé du temps pour travailler sur le même dossier. On peut continuer comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, la France est suffisamment mûre pour qu'effectivement des compétences pleines et entières passent au niveau des collectivités locales? Il me semble que oui. D'abord parce que les collectivités locales ont fait la preuve qu'elles savaient réhabiliter les services publics et qu'elles savaient les gérer très correctement, d'une manière très rigoureuse, services publics qui lui ont été transférés. Les régions ont pris en charge les lycées dans les années 85, et aujourd'hui, si vous comparez, les régions investissent d'ailleurs 5 fois plus que ce que l'État ne mettait, et vous prenez le parc technique des lycées professionnels, vous êtes dans des entreprises les plus modernes, ce qui donne des chances aux jeunes. Le parc informatique, l'accompagnement des jeunes, le logement des jeunes. Prenez les trains régionaux, ils se mouraient en 2000. Par un effort financier important, ils sont littéralement, j'insiste sur ce mot, ressuscités. Et aujourd'hui, si les usagers clients râlent, c'est parce que nous sommes victimes du succès et que les voies ferrées elles-mêmes n'ont pas été réhabilitées. Le développement économique. Pépinières, incubateurs, clusters, technopoles, tout ce qui a permis aujourd'hui de lancer des pôles de compétitivité, voire même de répondre au grand emprunt. Les régions finançant plus que l'ANR au niveau de la recherche. Tout ça, c'est fait par les collectivités locales, pas que les régions. La France a changé depuis 1960. Ce dont le général de Gaulle s'était aperçu après mai 68, c'est qu'il fallait responsabiliser les territoires, les hommes et les femmes de ces territoires. Alors ça s'est passé quelques années plus tard,
en 1981, mais nous assistons aujourd'hui à un phénomène totalement à rebours. Alors même que l'on a besoin, au contraire, d'avoir un acte 3 de la décentralisation. Pierre Joxe nous disait, quand on est allé le voir, que ce qui marchait bien dans la démocratie, dans la rigueur budgétaire et dans l'efficacité publique, c'était soit des pays petits, soit des pays décentralisés ou fédéraux. Nous ne sommes pas un petit pays, encore que à l'échelle du monde. En tout cas, nous restons un pays centralisé. Je vous donne un exemple. Le président de la République se lève un matin et dit « Je veux 200 000 apprentis en plus ». Bon, on ne sait pas où on les prend, d'abord parce qu'il pense qu'il y en a 400 000, mais il y en a beaucoup moins. Les entreprises ont traversé la crise, c'est les entreprises qui décident. Le gouvernement vient de modifier 12 mesures permettant l'incitation à accueillir des apprentis. Le problème de l'apprentissage, c'est d'abord le problème de sa qualité, parce qu'il y a 25% d'échecs dans l'apprentissage, mais non. L'État se lève un matin, en la personnalité du président de la République, et dit « Je veux doubler ou augmenter de 50%. » Et aujourd'hui, les régions sont en train de discuter avec les préfets de savoir, une région comme la mienne, on voudra en mettre 9 000. C'est totalement impossible. Discussion avec toutes les organisations professionnelles, parce que c'est la force des régions que d'être en contact avec le réel. On nous dit maxi 4 000. Proposition de l'État, mais ne réfléchissez pas en termes d'apprentis, réfléchissez en termes de postes d'apprentis. L'État nous proposant de truander le discours du président de la République, puisqu'on va créer des postes qui ne seront pas pourvus. Et vous avez même certaines régions où les postes ne sont pourvus qu'à 50%. Tout simplement pour faire du chiffre. Mais comment voulez-vous on a un minimum de dignité. Non seulement on ne partage pas la politique de ce gouvernement, je parle en termes de choix, même si l'apprentissage est quelque chose de positif, mais on ne va pas présenter des points qui ne seraient pas dans la réalité. C'est un des exemples où vous avez aujourd'hui un État qui n'a plus d'argent, mais qui voudrait, à travers ses préfets ou directement, imposer aux collectivités locales d'être les services extérieurs de l'État. Je peux vous dire qu'il y a des exemples où on se frise, de temps en temps. Une autre voie est possible qui doit redresser ce pays, qui doit lui donner de la responsabilité, qui ne doit pas simplement faire des appels à projets de Paris et faire du bottom-up, mais plutôt d'avoir un mélange de ce qui remonte de la base des entreprises, des laboratoires, de la population, des collectivités, mais en même temps qu'il y ait aussi une orientation politique. Cet acte 3 suppose de définir les missions de l'État. Peut-être d'abord, et c'est peut-être une des originalités de la position de l'ARF, de dire on définit d'abord la position de l'État. Qu'est-ce que c'est que les compétences dont l'État ne doit pas se départir? Bien entendu, les compétences de défense, de sécurité, des compétences fiscales, des compétences légales, législatives plutôt, la position de la France à l'extérieur, l'éducation, vraisemblablement la santé, même si... mais pour le reste, le service public de l'emploi ne marche pas aujourd'hui. C'est le moins qu'on puisse dire. Je sors d'une réunion avec le président gallois. Je suis resté longuement au Salon du Bourget. Même si les entreprises, nous les accompagnons dans leurs investissements, leur innovation et leur formation, elles souffrent d'un manque de personnes, de jeunes. Tout simplement parce que dans le monde vertical qu'est la France, personne ne se parle sur un plan horizontal, si j'ose utiliser ces termes que je ne voudrais pas que vous transformiez. Il n'y a pas de pilote dans l'avion de l'emploi. Vous avez des tas de missions locales, vous avez des tas de PAIO, pour ceux qui connaissent les activités municipales, vous avez des PLI, les programmes locaux d'insertion, vous avez des pôles emploi, mais vous n'avez pas de pilote. D'abord, il n'y a pas d'information qui circule à l'égard de tous les jeunes ou moins jeunes chômeurs. Vous avez des jeunes qui quittent le système scolaire, qui disparaissent parfois pendant 18 mois,
et qu'on retrouve dans les missions locales. Et vous avez, plus le temps du chômeur augmente, sa transformation en nomade, qui termine habituellement devant le bureau du maire de sa commune pour lui dire « embauchez-moi dans les services de la ville ». Et je peux vous dire, ayant été maire pendant plusieurs mandats, que c'est un des jobs de base. Un peu le député, mais comme lui, il n'a qu'un ou deux postes à pourvoir, c'est pas terrible. C'est hallucinant. Mais on explique ça à un préfet, on explique ça à Madame Lagarde à la tribune de l'Assemblée nationale, elle en convient, mais rien ne bouge. Nous proposons que les régions prennent en charge le service public de l'orientation, de la formation et de l'emploi, ne serait-ce que parce qu'on a la compétence économique, on connaît les besoins des entreprises. Peut-être que chez moi, il va y avoir un chômage important dans la périphérie bordelaise ou dans la région bordelaise, tandis que les entreprises aéronautiques qui sont installées le long des Pyrénées, parce qu'à l'époque c'était l'endroit le plus éloigné des frontières de l'Est, je ne vous dis pas des choses par hasard, ces entreprises recrutent. Mais le jeune de Pessac ou de Bordeaux ne sait pas que Turboméca, ce